Les propriétés physiques, il y en a deux groupes et c'est la première chose qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, le premier groupe ici, on appelle ça les propriétés physiques qualitatives. Qualitatives, comme ceci. Si on regarde le mot ou l'adjectif ici, qualitative, on a cette idée ici qu'il y a des qualités données à la matière. Donc, voyons voir. On peut avoir, voyons voir, une couleur. Donc, une couleur donne, c'est une qualité spécifique. Donc, j'ai ici, par exemple, la brosse qui est noire. On a les textures. Nous avons, voyons voir, certaines odeurs, bien sûr. Les sons. La malléabilité. Alors, si on regarde ici, les propriétés physiques qualitatives sont des propriétés qui sont surtout remarquées avec les 5 sens. Donc ici, on peut regarder les couleurs ou si c'est brillant ou mat. Ce sont les yeux qui remarquent cela. Les textures, donc notre toucher, que ce soit lorsqu'on touche un liquide, un solide, même les tissus de nos vêtements. Ça, c'est le toucher. On a l'odeur, donc avec le nez ici, on peut sentir certains parfums. On peut aussi sentir, si on a la cuisine, les bons repas, bien sûr. Nous avons aussi certaines odeurs spécifiques pour certains produits chimiques. Il y a bien sûr les sons, parce que si, par exemple, on prend une boisson gazeuse et on est pour prendre un verre de boisson gazeuse et près de son oreille, on peut entendre, par exemple, qu'il y a des bulles de CO2, de dioxyde de carbone qui sort du liquide. Et bien sûr, la malléabilité, c'est par exemple, si on prend ici du tissu, on peut changer la forme et le toucher. Et voyons voir. Si on prend le papier d'aluminium comme ceci, le fait de pouvoir faire ceci, on peut changer la forme, on peut faire changer la façon que ce solide est. C'est ce qu'on appelle une malléabilité avec notre toucher. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que si on regarde les 5 sens, les sens utilisés ici, on en a un cinquième qui est le goût. Mais bien sûr, en laboratoire scientifique, on n'utilise jamais le goût pour vérifier la composition d'un matériel ou voir qu'est-ce que c'est. Et la raison, c'est à chaque fois que l'on met quelque chose dans sa bouche, il y a une possibilité de toxicité. Si c'est un produit chimique qui n'est pas en accord avec le fonctionnement biologique de notre corps, ce n'est pas bon. Donc, le goût n'est jamais ce que j'utilise en classe. Par contre, on peut utiliser nos autres sens. Alors, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher qui peuvent nous aider. Et ça nous donne beaucoup d'informations intéressantes. Le deuxième groupe de matériel ou de propriétés physiques que l'on peut voir sur ces matériaux, c'est ce qu'on appelle des propriétés physiques quantitatives. Donc ici, si on regarde les premières lettres ici, le mot quantitative nous rapporte un mot qui est quantité. Donc une quantité, c'est une valeur numérique que l'on peut donner à un objet ou une situation, ainsi que des unités. Voyons voir. Si nous avons par exemple, si nous avons la longueur, par exemple, si nous sommes sur l'autoroute, nous avons des routes, entre deux villes, nous avons des kilomètres. Donc, entre où je vis et Toronto, il y a 45 kilomètres à peu près. Il peut y avoir les températures. Et ça, c'est en degrés Celsius. Voyons voir. Donc, ici, il doit faire entre 15 et 20 degrés ici ce week-end. Pour le mois de novembre, c'est fantastique. Tout à l'heure, on a mentionné que pour la longueur, on a des unités. On a kilomètres. On peut avoir des mètres. Et bien sûr, il y a des centimètres possibles, dépendant de ce que l'on mesure. Un autre exemple de propriété physique quantitative, c'est le volume.
Donc, le volume peut être mesuré en millilitres, par exemple, ou en litres, surtout pour les volumes de liquide. On peut avoir des mètres cubes ou des centimètres cubes pour les solides. Donc, par exemple, si on est dans le monde minier, nous allons utiliser les mètres cubes parce qu'on déplace des grands volumes de matériaux. Par contre, on peut utiliser des centimètres cubes pour d'autres volumes beaucoup plus petits. Voyons voir si on peut trouver un autre. Il y a la viscosité. Voyons voir. Donc, la viscosité est utilisée dans certaines machines. Donc, si on pense à l'hydraulique, alors on a des cylindres hydrauliques qui utilisent de l'huile habituellement. Donc, c'est une viscosité qui est connue pour faire un travail spécifique. Si on est dans la cuisine, par exemple, on peut regarder qu'il y a différentes viscosités, dépendant qu'on utilise le miel ou qu'on utilise une huile ou de l'eau. Donc, c'est intéressant de ce côté-ci et on peut utiliser la viscosité de certains matériaux spécifiquement. Un autre exemple pourrait être la conductivité. Alors, la conductivité, c'est le potentiel de matériel de faire circuler les électrons de façon à ce qu'il puisse y avoir un courant. Et donc, ça, c'est la quantité d'électricité utile que l'on peut utiliser. Donc, si on prend par exemple une cuisinière électrique ou une sécheuse électrique, habituellement, on a besoin de beaucoup plus de courant, tiens, pourquoi pas. Donc, le nombre d'électrons nécessaires pour le faire et l'énergie de ces électrons. Donc, on utilise des fils plus gros pour qu'il y ait plus d'électrons qui passent, une plus grande conductivité. Par contre, si on a un isolant, par exemple, si on prend, je ne sais pas, le tissu et l'air ont tendance à être des isolants, donc il y a très peu de conductivité. Chose intéressante, on utilise quelquefois la conductivité des métaux comme l'or pour voir si c'est de l'or qui est de 10 carats, 14 carats, 20 carats ou c'est de l'or pur à 24 carats. Pourquoi? C'est que lorsqu'on ajoute des métaux et on fait des alliages, ces alliages de métaux ont des conductivités différentes. Donc, c'est une propriété spécifique de la matière. Donc, longueur, ici, température, volume, viscosité. Voyons voir si ductilité. Donc, la ductilité, c'est le potentiel d'un métal, souvent, ou ça peut être le verre, de pouvoir être étiré de façon à ce que l'on puisse faire quelque chose de spécifique avec ce matériel. Un exemple de cela, c'est le verre. Donc, on utilise des petits tubes de verre et on les étire, et on utilise cela pour faire la fibre optique. On peut utiliser cet effet de pouvoir étirer pour pouvoir faire des fils électriques qui ont la même grosseur. Donc, on utilise par exemple, un tube de cuivre que l'on va rétrécir et ça va devenir un fil beaucoup plus petit. Donc, c'est des propriétés physiques de la matière et on peut leur donner des unités ici, c'est important. En passant, si on a ici le volume ainsi que... un autre que je n'ai pas mentionné, c'est la masse. Alors, si on a la masse en grammes ou en kilogrammes, on peut utiliser, donc plusieurs personnes vont le faire si on va acheter des métaux, de la nourriture au marché. Si on veut regarder, par exemple, même la masse corporelle pour certaines personnes qui s'occupent de cela, soit pour l'athlétisme ou autre. Et bien sûr, si on utilise le volume et la masse, comme ceci, on a ce qu'on appelle la masse volumique. Donc, ça peut être, ici une unité, on a des grammes en centimètres cubes. Un autre mot qui est semblable à masse volumique, certaines personnes utilisent densité, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est que chaque matière a une masse qui se rapporte au volume. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans le monde minier, alors il y a certains minerais qui seront beaucoup plus pesants, surtout lorsqu'on cherche le cuivre, le nickel ou autre. Donc, la machinerie utile
et utilisé pour déplacer ces matériaux est différent. Comparé par exemple à un gaz qui a une masse volumique très très petite, prenons l'hélium que nous mettons dans un ballon, et la masse volumique est tellement petite par rapport à l'atmosphère que le ballon va monter dans le ciel. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Et ça, ici, c'est ce qu'on appelle les propriétés physiques qualitatives que l'on obtient avec les sens et quantitatives où on a des nombres spécifiques, et des unités qui sont aussi spécifiques de façon à ce qu'on puisse être, lorsqu'on communique avec d'autres personnes, être précis et précise. Maintenant, les deux sont importantes. Donc, lorsqu'on fait un laboratoire, par exemple, c'est vrai qu'on va utiliser des instruments de mesure pour nous aider, mais il y a aussi certaines observations qualitatives qui sont importantes. Je vais donner un exemple. Alors lorsque j'étais à l'université ainsi que par après, lorsque je m'intéresse toujours au changement climatique, il y a bien sûr des scientifiques qui vont aller dans le nord du Canada et vont prendre des mesures sur, par exemple, les températures, l'épaisseur de la glace, l'étendue de la glace. Ils vont aussi regarder, je ne sais pas, les propriétés de l'eau. Ce sont des données qui sont spécifiques, mais ce sont des données qui sont courantes. Ça veut dire que si on se dit comment étaient ces mesures il y a 10, 15, 20 ans ou 50 ans, peut-être qu'à certains endroits, on n'a pas ces mesures. Par contre, il y a des peuples autochtones qui sont, les peuples autochtones et inuits qui sont au nord du Canada, et ceux-ci ont souvent des histoires orales, des histoires traditionnelles qui racontent ce qui s'est passé il y a une génération, 2 générations ou 4 générations. Et ces histoires traditionnelles qui racontent ce qui s'est passé de façon qualitative peuvent donner des informations aux scientifiques. Par exemple, si on a un hiver qui est plus froid et qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de glace ou l'épaisseur de la glace est plus grande, il y a des histoires orales qui disent que c'était plus difficile de faire la pêche parce qu'il y avait beaucoup plus de glace. Peut-être qu'il y a plusieurs animaux qui pouvaient se retrouver sur la glace et c'était plus facile pour la chasse. Bonne question. Ou s'il y avait un certain temps où il y avait des étés plus chauds et des hivers plus chauds et que l'étendue de glace était moins présente, à ce moment-là, il y a meilleure pêche. La chasse de certains animaux ou l'interaction entre différents mammifères sont différentes et ça fait partie d'histoire. Et on peut faire des corrélations entre, à ce moment-là, des idées qualitatives ou des histoires et voir est-ce qu'il y a des corrélations avec ce que nous mesurons ici en 2022, dans les années 2000, de façon à ce que l'on puisse dire, il y a des parallèles qui se sont passés dans le passé. Donc, lorsque vous êtes scientifique, on a tendance à aimer ici les données quantitatives, mais portez attention de temps en temps avec les propriétés qualitatives, parce que ça peut nous donner des informations supplémentaires qui peuvent être utiles.